christophe.com. Christophe sur France Maghreb 2. Bien, le bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver en ce mercredi sur France Maghreb 2 pour votre émission de référence qui s'appelle Le Grand Forum. Voici le programme. On va parler évidemment de cette élection évidemment présidentielle qui approche à grands pas avec évidemment les habitants des quartiers populaires. Ont-ils la clé de cette élection ? On en reparlera avec vous, on en débattra bien entendu. Et puis on parlera de ces zones de non-droit que beaucoup de candidats donnent comme étant le cas dans beaucoup d'endroits en France. Est-ce que c'est véritablement le cas ou pas ? Est-ce qu'il existe aujourd'hui en France des zones de non-droit ? Est-ce qu'il existe des quartiers où la police, les pompiers ne peuvent pas rentrer ? Ça tombe bien, on a notre ami Noam Manoir qui est avec nous et qui pourra peut-être nous indiquer, en tant qu'ancien policier, ce qu'il en est réellement, oui ou non. Notamment les candidats de droite et d'extrême droite affirment et jouent beaucoup là-dessus en disant qu'il y a trop de quartiers de non-droit et qu'il faut en finir. Notamment Valérie Pécresse qui a beaucoup joué là-dessus. Et puis on aura notre ami Bouriaki qui continue d'être un élu exemplaire et à respecter ses promesses. C'est ce qui lui vaut peut-être vient d'être expulsé aujourd'hui de Europe Écologie Les Verts. Peut-être, je dis bien. C'est parti jusqu'à 18h avec vos appels au 01 40 33 9000. C'est parti pour le Grand Forum, le LGF, que vous pouvez retrouver évidemment sur les réseaux Twitter, le Grand Forum FM2, idem sur Instagram et Christophe le Grand Forum sur Facebook. Le Grand Forum, Christophe Rowe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Bienvenue mon Noam, comment ça va ? Bah écoute, ça va, merci, impeccable, hein. On se remet doucement. Parce ouais, que on va dire aux auditeurs, récentes, voilà, là. Oui, t'as chopé le Covid. Ouais, mais Dieu merci, on est là. Et puis, ça moi, même si je peux pas jeûner pour le Ramadan, ça m'empêche pas de souhaiter à tous nos auditeurs un très bon mois de Ramadan. Voilà, et puis comme dirait l'autre, France Akbar. Ah ouais, c'est vrai, France Akbar. Je peux pas te dire plus. Hein. Ouais, c'est vrai. Bienvenue mon Noam, donc auteur de plusieurs livres, ancien policier, bien entendu, et notamment les 100 conseils pour votre sécurité. C'est ça. Voilà. Philippe Bouriaki, Europe Écologie... Enfin, non, pardon. Non. Pardon, je recommence. Philippe Bouriaki, conseiller régional écologiste Île-de-France. Comment ça va, mon Philippe ? Ça va très très bien, Christophe. Enfin, avec la voix un peu cassée. Et je remercie les auditeurs et auditrices de France Maghreb 2 d'avoir été bienveillants avec moi suite à mon canular du poisson d'avril. Je ne sais pas si ça va durer. Je dis ça comme ça. Ah mais si, il m'adore, il m'aime, oui. Il me réclame tout le temps, on le voit sur les réseaux, il se déchaîne, il demande que je sois là du lundi au vendredi de 16h à 18h, il demande même que je te remplace, donc fais gaffe. C'est pas près d'arriver, hein. Mais bon. La belle histoire, Mam est en studio avec nous, bonjour Mam. Bonjour à toutes et à tous. Oui, comment ça va ? Ça va, alhamdoulilah. Que nouveau cet événement, dites donc, aujourd'hui ? Écoute, j'étais venu à la base pour Audrey, mais Audrey n'est pas là. Oh. Ouais, voilà. Non, mais je suis venu pour vous tous, bien évidemment. Évidemment. Mais en cette période de Ramadan, je me vois mal, quand même, comme dirait Noam, à un moment donné, rentrer dans la mosquée et dire « François Akbar ». Non, ça, c'est pas possible. Ouais, c'est sûr. C'est pas possible. Allez, un petit effort. Mais c'est un vrai guignol, hein, quand même, ce mec. Ouais, ça c'est. Il y en a pas mal des guignols en ce moment, vous avez remarqué ? On va te rémigrer à partir de dimanche. Bon, effectivement, c'est dimanche, c'est le grand jour, les enfants. C'est le premier tour de l'élection présidentielle. C'est bon. Est-ce que vous avez tous fait votre choix autour de cette table ? Oui ou non ? Sans nous dire ce qui, hein, d'ailleurs. Regarde pas. Non. Ouais, Noam, j'ai cru que tu l'avais annoncé publiquement, donc toi, c'est bon. Ouais. Philippe ? La raison voudrait que je vote Mélenchon, le cœur veut que je vote Jadot, et je suis un type loyal, même si certains ne le sont pas. Grâce à toi, le parti va dépasser les 5%. Bon, alors du coup, je vais pas voter Jadot, alors. Si c'est ça, Mam, t'as fait ton choix ou pas ? Non, pas encore. Mais... C'est vrai ? Non, pas alors, encore, mais ça ne serait pas. On va te laver le cerveau, là, alors. Autre question, est-ce que vous avez reçu, oui ou non, les professions de foi ? Oui. Moi, je les ai pas reçus. Non, pas reçus, moi. J'ai reçu avec une grosse blague dessus, parce que visiblement, ils sont passés une première fois, il y avait marqué « Il n'habite pas à l'adresse indiquée ». J'ai dit là, il y a un problème. Il y a un petit souci. Non, je les ai pas reçus. T'as reçu, toi, Mam ? Il paraît que l'imam Chalgoumi n'a pas reçu sa profession de foi. On annule l'élection. Donc on va annuler l'élection, c'est pas normal ça. Non, Attendez.
Voilà. Bon, dans un instant, La le quiz Post-Agbar. sur France Maghreb 2. Après le quiz, le chèque. T'as emmené ton carnet de chèque, toi? Il est là, il est là. Voilà, et on va le donner à une... Je vais faire comme Medjed. Voilà, le carnet de chèque. On va expliquer d'ailleurs et rappeler aux auditeurs que, donc, avant d'être élu conseiller régional, tu avais promis de reverser une partie de tes indemnités. Non. Alors, aux élections en 2014 et en 2020, aux élections municipales, j'avais dit, surtout en 2020, ça s'est passé inaperçu en 2014, que si j'étais élu maire d'Orly, la moitié de mes indemnités seraient reversées à des associations, mais via un pot commun. Je demanderais à tous mes adjoints au maire de mettre 10%. Moi, je mettrais la moitié de toutes les indemnités cumulées. Parce qu'en vérité, quand t'es maire, t'es vice-président à un autre truc, t'es vice-président à un machin, t'es conseiller au truc, t'as des jetons de présence à différents conseils d'administration. Donc, t'as pas que l'indemnité du maire. Donc, c'est pas ça la le moitié, truc, là. j'ai dit la moitié Ouais. serait reversée à un pot commun. Et donc, les citoyens, je gérerais les demandes de projets, etc. et donnerais les subventions. Comme ça, nous, on serait pas impliqués dedans. Bon, je suis pas devenu maire à Orly, mais ça c'est pour 2026. Et donc, quand je suis devenu conseiller régional, avant d'être conseiller régional, Oui. quand certains me disaient, toi, tu vas pour la gamelle, je leur disais, écoutez, je vous promets, je vais pas pour la gamelle. Et vous verrez que quand je serai conseiller régional, je rendrai complètement transparent toutes mes indemnités. C'est-à-dire que chaque fin de mois, je mets mon extrait de compte bancaire en tant que conseiller régional, ma fiche de paye de conseiller régional et tous mes tickets de carte bleue quand je fais de l'essence, quand je vais au restaurant, quand là j'ai acheté un antivirus pour mes ordinateurs. Et bien sûr, bah, évidemment, c'est normal, non? Ouais. Et ce qui reste, quelle que soit la somme qui reste, on la divisera en deux. La moitié pour moi et ma progéniture, et l'autre moitié ira à des associations dont je partage les valeurs. Donc chaque mois, c'est entre 350 et 650 euros que je redonne à différentes associations. Et là, ce mois-ci, pour le mois de mars, mais ça sera donné en avril, puisqu'on fait les totaux en fin de mois, Ouais. c'est 500 euros. Enfin, il restait 1000 euros, donc 500 euros pour moi, et donc 500 euros à différentes associations. Et donc, ce mois-ci, il y aura 2 associations qui seront soutenues. Une dont on parlera tout à l'heure, c'est celle de la Génération Entraide, et Sadi est là, il en parlera mieux que moi, Argenteuil. à Argenteuil. Voilà. Et l'autre, ça sera la semaine prochaine avec Besma Maghribi. Ah. C'est Paris-Églantine. C'est les Corans en braille. les Corans en braille. Ah, Voilà. magnifique. Bravo. Voilà. Philippe. Et un Coran en braille, ça coûte 300 euros. Coûte Et cher. donc, hein. et donc Ouais, chaque les vidéos, année, ils coûtent cher, les vidéos. ouais, bah, ça coûte cher. Il y a 7 volumes et puis Ouais. ça prend du volume. Les Grave. Corans en braille, bien plus qu'un bouquin écrit normalement pour Ouais, les bien voyants. sûr. Les brailles, c'est pour les non-voyants. Et donc, en ce mois béni de Ramadan, il était important pour moi de m'adresser et que les dons aillent vers la Super. communauté musulmane. Bon. C'est ce Ah, qu'on appelle la France zakat. Akbar. France France Akbar. Akbar. mon frère. France En plus, Akbar. là, c'est l'argent de la France. Akbar, direct. Quoi. Ah, Donc ouais. c'est parfait. Eh bien, Voilà. dans un instant, le chèque sera remis juste après le quiz. Il y aura le quiz Ça marche. avant, évidemment. La belle histoire, Noam et Philippe Poriaki, amis auditrices, auditeurs, soyez les bienvenus. C'est mercredi, c'est le 5e jour de Ramadan. Ça va, pas trop de mal de tête, mon mam, tout va bien? Ça va? Très La belle bien. histoire, ouais, nickel. A tout de suite, on est de retour. Le LGF, le grand forum, avec aujourd'hui Monsieur Philippe Poriaki, conseiller régional Île-de-France écologiste, Noam Anouar, auteur de plusieurs ouvrages et ancien policier. La belle histoire qui est avec... Tu vas arrêter de tousser, hein, sincèrement. Je supporte déjà Tarek Pami tous les, à chaque fois Comment qu'il vient, qui tousse. C'est du Donc ça racisme suffit. contre les tousseurs. Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti Tiens. sur France Maghreb 2 pour le quiz des amis Tousseur Akbar. entre Noam, Philippe et la belle histoire. Quiz. Ah ouais. Ah oui. Ah bah ça, c'est à toi de voir, mon vieux. C'est à Philippe Non, de non, c'est monter. bien, ça. Voilà. C'est bon, ouais. tout est bien réglé, on y va. Trop forte, la neige. Première question, attention. Stéphanie de Monaco. Quel footballeur international est suspendu pour 15 mois par la Ligue italienne de football pour avoir consommé de la cocaïne en 1991? Maradona est une bonne Ouais, réponse. dès qu'il y a drogue, je connais tout. Ouais, je vois ça. La belle histoire, ça va? Oui, je réponds à des questions qui sont 100%. D'accord. Que des questions. Le ministre des Affaires étrangères de quel pays maghrébin était à Moscou lundi? Maroc, Non. Algérie. Algérie, bonne réponse, Philippe. Tu l'as eu en premier, c'est Lamamra qui Ouais. était à Moscou. Lavrov devrait venir à Alger dans les quelques prochaines semaines. Mais il était pas en Chine avant? Si, il était en Alors. Chine, absolument. Il est passé par la Chine, il est passé par Moscou et il est rentré en Algérie. Oh. Voilà. Et dire qu'il y en a qui disaient que l'Algérie était isolée sur la scène diplomatique. Voilà. Allez, on y va. Ça, Je ça cherche. sent la hausse du prix du gaz, ça. Ouf. Oh. Ah oui, bon, je Ah oui. n'en dirai pas davantage. Je cherche le père de l'indépendance tunisienne, mort en Bourguiba. 2000.
Oui, à Monastir, Habib Bourguiba. Bah, c'est des questions faciles, Bonne- mais il dégaine vite l'autre. Hein, Bah plus oui, que son bah nombre, bien hein. sûr, plus vite que son ombre. Ouais. Et l'autre, il est. Oh là Ouais, là, là, il qu'est-ce va- qu'il il vous va- fait l'autre Mais c'est votre sable là, du sirocco là. Chargé de nucléaire dans mes poumons, mes petits poumons chastes. Quatrième question. Quelle compagnie aérienne britannique a British procédé Airways. à près de 300 annulations de vols depuis ce week-end? British, ouais. Non. EasyJet. EasyJet, Ah oui. en raison de l'épidémie de Covid qui a fait un ravage au sein de leur personnel. 300 vols annulés. Ouais, EasyJet. Hop, ça c'est fait. Vous avez vu qu'on a frôlé le crash hier avec Air France, hein, avec un vol qui revenait de New York. C'est vrai. Ouais. EasyJet de. L'autre il baille à l'antenne, il se croit où là? Tu Non, te non, crois Non, mais il où, est toi extraordinaire. il est- Là, Attends, c'est un truc de mais ouf, je dors hein. pas beaucoup avec Ouais. ma touche, je dors pas beaucoup. Je suis. Quand tu épuisé. vas là-bas dans les autres radios, là, tu bailles en direct? Non. Non, non, Bon non, alors, non, je non, cherche maintenant un acteur, un chanteur, un auteur, un compositeur, un interprète. Il est mort en 2018. Une bête de scène. Une véritable bête de Johnny scène. Non. Quoi? Non. Il est mort en 2018. Oui. Auteur, chanteur, compositeur. Mais il n'y a pas plus de détails. Allez, C'est je pas te- la date de sa mort. Bah, Il y a sa Aznavour. nationalité. Aznavour. La date de sa mort, c'est aujourd'hui, mais en 2018. Aznavour. Mais de qui s'agit-il? Un grand personnage, hein, vraiment. Un 2018. Il Alors, mesurait combien? une véritable bête de scène, je peux le dire. Allez, James Brown. non, français, j'ai dit. Ah, j'ai dit français. Indice, tombé du ciel. Jacques Higelin. Jacques Higelin. Bonne réponse. Ah ouais. À travers les nuages, Il était grand en plus, c'est vrai qu'il était. quel représage Magnifique. pour un aiguilleur du ciel tombé du lit, Comme Philippe. fauché en plein rêve, frappé par le glaive de la sonnerie du réveil. Et tu connais. Est-ce que t'as déjà entendu sa sœur Brigitte Fontaine? Non. Elle est complètement flinguée. Ah ouais? Oh là là, Jésus-Marie-Joseph. Elle est tarée de chez tarée. Voilà, c'était Monsieur Jacques Higelin. Bonne réponse de La Belle Histoire. Attention, on enchaîne avec une 6ème question. Quel candidat sera l'invité de Brut ce vendredi à 19h? Macron. Macron. Macron est une bonne réponse. Ouais, tiens. Vous vous souvenez de la polémique d'ailleurs en 2020, je crois, lorsqu'il était passé sur Brut et qu'il avait, et qu'il avait parlé de violence policière, Noël. Ouais. Hein, et ça avait fait un petit peu de bruit au sein de la police. Je comprends pas, il fait brut et il refuse de faire France 2 hier. Bah ouais. Il fait vraiment ce qu'il veut, lui. Il fait Brut C'est le patron. vendredi C'est soir. le patron. Euh, Je vais voter pour lui, c'est officiel. Je t'avoue que moi j'ai mis, comment on appelle, mute en fait sur la campagne de Macron. Tu vois, je regarde même pas. Je l'ai mise en sourdine. Tu sais, Tu sais comme, qu'hier, il n'est pas venu. Et pour respecter le temps de parole, France 2, ils ont dû. En plus, c'était terrible ce qu'elle avait dit à la présentatrice. Elle avait dit bon, on va vous passer les meilleurs moments, les plus grands moments. Je te jure, genre. Et ça encore, c'est une perle de Et ils Nathalie Saint-Cric. Ils ont diffusé donc le meeting d'Emmanuel Macron. Non, mais pour moi, ça n'a pas de sens C'est d'écouter énorme. d'écouter un type qui a 50 bilans. Je veux dire, j'ai plus rien à entendre de lui. Hein. Ouais, le constat est Moi, fait. je regarde pas, quoi. Honnêtement, j'ai autre chose à faire. Je préfère jouer au Scrabble. Ah, c'est pas mal. Sinon, mais répondre, il y avait quand même du monde à de son répondre à meeting, une faut dire la question vérité. aussi, ça peut être pas mal. Non, vraiment, il y avait du Et la monde, dernière, la donc, voici. Attention, je cherche un chanteur disco français né en 1949. 49. Ouais. C'est. Il est toujours vivant. Patrick Juvet. C'est Ron. Pardon? Non, Patrick Juvet l'a dit. Non, c'est pas Patrick Juvet. Non, il est C'est mort, Patrick Juvet. Hernandez. Hernandez, Hernandez, ouais. Born to Born be to be alive. alive. C'est quelque chose. Et écoute bien, il prend 1500 € par jour avec ce titre. Ah, c'est celui qui cherchait. Bah, il habitait à Goussainville. Ouais. à l'époque. Ah ouais, c'est un c'est truc pour, de- c'est pour ça que. 1500 j'ai par jour. confondu Pardon. les. Il se lève le matin. Ah, je craque 1500. Boy. Boy. Born to be alive. Ah, c'était bon ça. C'est incroyable. Ah, ouais, c'était bon. Ah, c'est sûr que c'est pas la même carrière que Gérard Hernandez. Hein. Bon, Ça, c'est le victoire de notre ami, la belle histoire, hein, on peut le dire, sans problème. Ouais. Champion 4-3. toute catégorie. Non, champion toute catégorie. 4-3, ça va. Ah, qu'est-ce qu'elle est bonne. Et cette encore, musique. Macron, c'est parce que j'étais en train de tousser qu'il me l'arrache. Mais vous avez pas l'impression qu'ils sont en panique un peu dans la Macronie en ce moment là? Non, je crois qu'ils sont très Ah sûrs. ouais? Noam, tu les sens pas en panique un peu là? Je les sens en panique moi. Non, moi, justement, je les sens pas du tout paniqués. C'est ce qui m'inquiète un petit peu. J'ai l'impression qu'ils vont nous sortir un truc du chapeau, quoi. Ah non, ils sont ultra Ah ouais. sûrs. Ouais, ouais, ouais. Ils sont zen, ils sont Alors, détendus. souvenez-vous de ce que je vais vous dire. Oui, Dimanche, oui. il va y avoir une surprise. Ça Un c'est sûr. Kinder surprise. Ils sont rappelés par Ferrero, Ouais, là. tu m'étonnes. Il les récupère. Alors, on va, avant de passer au zapping dans un instant et d'entamer nos débats,
on va être en direct sur Facebook pour montrer que quand même, il faut croire aussi en la parole politique, en la parole d'un élu qui respecte sa parole. Philippe Boyaki, ici présent, conseiller régional Île-de-France écologiste, donc reverse une partie de ses indemnités. Non, pas une partie, la moitié de ce qui reste. Ça va. La moitié de ce qui reste, si tu veux. La partie de la moitié. Et chaque mois, il décide de le reverser à des associations qui lui parlent, qui lui ressemblent. Voilà. Et pour le coup, ce mois-ci, il y a 2 associations. Et la première est ici avec nous, en la personne de Monsieur Sadi. Bonjour Sadi. Bonjour. Bienvenue à vous. Pour représenter l'association, qui est l'association ? Génération Entraide. Génération Entraide du côté de Épinay-sur-Seine. Non, du tout. Du côté Argenteuil, d'Argenteuil, mais on pardon. agit dans toute l'île de France. Pardon, autant pour moi. Argenteuil. Alors Philippe, pourquoi avoir choisi cette association ? Alors premièrement, Sadi est un ami. Ça dit quoi ? Et Sadi, pas mal. Non, c'est un ami et cette association, comme il a dit, intervient partout en Île-de-France. Elle intervient sans regarder de distinction de religion, d'ethnie ou de classe sociale. Enfin, elle intervient surtout vers les personnes qui sont en situation de difficulté ou défavorisées, sans se poser de questions, sans demander de justificatif. Et donc, elle va vers les gens. Elle fait des paniers repas, des colis, des plateaux repas. Et ça faisait un moment que Sadi m'invitait à venir faire leur maraude. Et c'était très compliqué pour moi, comme vous le savez, avec l'élection et ce qui en a suivi après dans la suite. Et il était important dans ce mois béni du Ramadan d'accomplir ce que j'ai promis de faire chaque mois, mais d'être dans la zaquette, dans la sadekha. Et voilà, et quoi de plus fort, enfin tout est fort dans la générosité, l'entraide, la solidarité, mais en ce mois symbolique et très fort du Ramadan, venir en aide et savoir que ce don va être utilisé à bon escient pour permettre à des gens de pouvoir s'alimenter, enfin, voilà, je crois qu'il y a Alors pas photo, Sadi, est-ce que tu peux présenter ton association ? Alors, Génération Entraide, c'est une association humanitaire. On fait des distributions, donc comme il a dit Philippe, des distributions de repas chauds lors de maraude tous les samedis. Minimum tous les samedis, on distribue 500 repas par samedi. Donc, du coup, Où ça ? Partout. Par exemple, on était sur République, on le fait à Argenteuil, à Beson. On est parti dans le 93, on le fait dans le 92. On fait toute la zone nord de Paris et à peu près partout. De quoi est constitués vos plateaux repas ? Ils sont généralement constitués donc de boissons, de soupes qu'on appelle harira, charba, chicha. Je pense que tous vos auditeurs se reconnaîtront dedans. De couscous. On est aussi à l'origine du Couscous Challenge. On avait fait ça l'année dernière lors du Ramadan. Donc le Couscous Challenge, qu'est-ce que c'est ? C'était de proposer à tout le monde de faire un couscous et de le ramener à un shibani. Ces shibani qui sont isolés et oubliés dans les foyers. Qui sont en détresse en fait, ils sont en détresse morale et en détresse économique. Ouais. Isolés dans des foyers loin de leurs familles qui sont restés pour la plupart en Afrique du Nord. Et avec ce Covid, ça s'est accentué parce qu'ils ne pouvaient plus aller les voir au bled. D'accord. Donc du coup, on fait des distributions de repas chauds une fois par semaine. Et là, pendant le Ramadan, pendant les 30 jours du mois de Ramadan, tous les jours, on distribue minimum 250 repas par jour. Et on a besoin d'énormément de soutien et d'aide. Comment peut-on vous aider, Sadi ? On peut nous aider avec, en nous donnant des dons en argent, comme il a fait Philippe, virement. Attends, qui va le faire ? Attends, peut-être qu'il est sans provision, hein, t'en sais rien. On ne sait pas, mais je pense qu'il y a des provisions. Ouais. Donc ça peut être des virements, ça peut être des, comment dire, en espèces, ça peut être Vos via réseaux PayPal. sociaux, Sadi, donne tes réseaux que les gens puissent se rapprocher et t'aider. Facebook, Génération Entraide. Ouais, Snap, G-du-milieu Entraide 95. d'accord. Insta, Génération Entraide. Ouais. Et vous pouvez aller sur mon Facebook aussi, Sadi Amichi, où on met tout, on communique sur tout ce qu'on fait. Très bien. Mais on fait pas que ça, il n'y a pas que ça. On fait des distributions de colis alimentaires minimum 2 fois par mois. Donc 2 fois par mois minimum, on fait des grosses distributions de colis alimentaires pour tous les bénéficiaires que l'on suit. Il s'avère que par exemple, on a fait l'année dernière des grosses distributions au sein notamment de l'université Paris 13 à Villetaneuse. Ouais. On a distribué à tous les étudiants en détresse. Donc avant que ça fasse le buzz, avant qu'on commence à en parler dans les médias, on l'a fait. On a même collaboré avec le consulat d'Algérie à Pontoise. On a fait des distributions donc, dans le consulat d'Algérie pour les étudiants et une en collaboration avec eux dans la ville d'Argenteuil, donc dans la salle Jean Villard. On fait, donc en plus de ça, nous on fait une aide administrative. On aide les personnes, on a une juriste
qui vient tous les vendredis pour offrir des conseils juridiques gratuitement aux personnes en détresse. Et on a un écrivain public donc, qui aide dans la rédaction de courrier. Parce qu'il faut savoir une chose. C'est vrai, les personnes, quand elles sont en détresse, on leur donne un colis alimentaire, on leur donne un repas chaud, ça va les soulager. Ouais. Une semaine, un jour. Pour le repas chaud, ça va les soulager la soirée. Pour le colis alimentaire, ça va les soulager une semaine. Mais en réalité, nous, on essaie de les sortir de la détresse correctement, définitivement et pour de bon. Très bien. Donc, plein d'actions finalement que vous proposez. Plein d'actions. On a fait Philippe, énormément de distributions. Et cet été, faut rappeler qu'ils ont participé avec d'autres associations à venir en aide à nos amis et frères algériens et algériennes suite au terrible incendie qu'on a connu en récupérant. D'accord. Donc, en collaboration donc, avec les autorités algériennes, on est parti, on a envoyé du matériel médical en masse en Algérie. Donc, dans la période Covid, il y avait donc Génération Entraide. En partenariat, il y avait l'association Tadouklia Imcheddalen. C'est la ville dans laquelle je suis originaire en Algérie, donc Tadouklia Imcheddalen dans la wilaya de Bouira. Hein? T'es kabyle? Ça se voit? Ah oui. Si ça se voit, ça se voit. Bah, vu comment tu viens de prononcer, oui, c'est du kabyle ça. Voilà, c'est du kabyle. Ouais. Mais avant tout, on est algérien. Bien sûr. Alors, on est algérien le chèque de la alors, région du Djurdjura. Attends, ça dit, on s'en fout. Ouais. Le chèque. Combien le chèque? Alors, ce mois-ci, il y avait 500 € à redistribuer. Ouais. Ça sera un chèque de 200 € malheureusement. Enfin, malheureusement, c'est un chèque de 200 € parce qu'il y aura 300 € la semaine prochaine qui seront redistribués via Besma Maghrebi pour l'association Paris Églantine qui fabrique des Corans en braille pour les non-voyants. Et il y a 7 volumes et ça coûte 300 €. Donc là, 200 € pour l'association de Sadi. Génération Entraide. Merci. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Déjà, donc il faut savoir que nous, on a des locaux sur Argenteuil. Donc, on a des locaux qui sont attribués par le bailleur social AB Habitat, que l'on remercie chaleureusement. Donc, c'est des locaux qui se situent au 129 bis avenue Jean Jaurès. Si vous voulez déposer des dons, directement, vous pouvez vous rendre sur place. Donc, 129 bis. Vous prenez que avenue Jean la Jaurès. ou les vêtements, traitements médicaux Les traitements médicaux aussi. Mais les vêtements, malheureusement, c'est très compliqué. On prend des vêtements neufs. Les vêtements d'occasion, malheureusement... Souvent, on nous ramène des vêtements qui ne sont pas convenables. Ouais, je comprends. Ouais. Donc, l'adresse, c'est 129, t'as dit 129 bis, avenue Jean Jaurès, à Argenteuil. Bon. Et il est important qu'on soit solidaire, il est important, on a besoin d'aide. Pourquoi? On n'a aucune subvention, on n'a aucune aide de personne. Il faut savoir une chose, que Génération Entraide au jour d'aujourd'hui, comme majoritairement beaucoup d'associations locales, on a des aides de personnes. Alors, un petit mot pour Philippe, t'as 30 secondes, ça dit. On te remercie chaleureusement. Donc Philippe, voilà, c'est quelqu'un qu'on apprécie, qu'on suit sur les réseaux pour ses combats, notamment pour la population, pour les personnes sinistrées, pour toutes les personnes en détresse. Et on l'a vu, donc on l'invite à chaque fois. Et on le remercie chaleureusement de ce chèque. Et je tiens également à remercier donc 2 gros donateurs à nous. Il y a les boucheries Viande du 95 et Viande à Gogo qui se situent à Argenteuil, qui nous ont financé ce ramadan-là, qui nous permettent de faire des repas tous les jours, ainsi que Allo Mouton. Donc un gros merci à Allo Mouton qui nous a offert 5 agneaux, comme tu dis, qui nous a offert 5 agneaux pour nos nécessités qu'on aide tous les jours. Merci Sadi et bon courage pour la suite. Et bravo Philippe. Un grand merci à vous. Dans un instant le zapping, ne bougez pas, tout de suite. Le LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous, avec Noam Anouar, avec Philippe Boyaki, sont avec nous sur France Maghreb 2. Et c'est parti, messieurs, dames, pour le zapping. Et pour commencer ce zapping sur ce qu'il ne fallait pas rater à la télé, ou peut-être rater d'ailleurs, c'est selon le porte-parole du Kremlin était l'invité exceptionnel d'LCI par rapport au massacre de Boutcha. Voici ce qu'il a dit. Nous démentons totalement l'idée que nos personnels militaires aient pu être impliqués dans de tels crimes. Et nous insistons fortement sur le fait que les images que vous avez pu voir, les enregistrements ou les photos qui ont été présentées sont le résultat d'une falsification orchestrée. Il y a, on l'a vu encore aujourd'hui, ces images satellites où on voit déjà les cadavres le 19 mars. Nous sommes catégoriques. Ces images satellites
doivent faire l'objet d'une enquête très approfondie. Monsieur Peskov, est-ce que les images terribles de Mariupol ne sont pas en soi un témoignage? Cette ville immense, 1 demi-million d'habitants, et on voit bien que presque chaque maison civile a été bombardée par vous. L'armée russe ne vise pas les civils. Donc, ils ne bombardent pas des habitations, ils ne bombardent pas d'appartements, et ils ne bombardent pas de cibles civiles. Faut-il les croire, Noam? Alors moi, je prends beaucoup de distance par rapport à l'actualité. D'ailleurs, je ne regarde plus les chaînes d'infos continues depuis le début du conflit, parce que c'est avant, bon, c'était le Covid, tout à l'heure, il évoquait le sable radioactif, etc. Moi, je crois que ça contribue à un climat anxiogène et on n'a pas... Alors, c'est l'ancien agent de renseignement qui parle. Je veux dire, on n'a pas les moyens, d'ici en France, de discerner la réalité. C'est-à-dire que, bon, globalement, ce sont des opérations de propagande qui, dans les deux sens, hein, je veux dire, ça fait partie de la logique de guerre. Il y a une guerre militaire, mais il y a aussi une guerre de l'information qui se déroule en même temps. On a aussi des images de soldats ukrainiens qui pratiquent, je dirais, des scènes de torture, d'exhibition de cadavres, de mutilations, etc., qui traînent un petit peu sur la toile. La seule observation, on va dire, qui me permet de sortir un petit peu de la neutralité, c'est que je pense que la France et l'Allemagne, d'ailleurs, ont fait une erreur en suspendant la diffusion des chaînes RT sur le territoire. Parce que ça signifie quelque part qu'on a peur de ce que l'autre a à dire, et donc qu'on impose en fin de compte une vision unique qui est préjudiciable en fait à l'esprit critique. Parce que moi, je serais d'avis de revendiquer le droit à la neutralité et donc de pouvoir écouter les deux parties pour pouvoir me faire une idée. Et en France, on te dit non, tu n'as pas le droit d'écouter les deux parties, tu écoutes uniquement le camp ukrainien avec les discours de Zelensky qui sont interminables et complètement vides de sens. Et donc on te dit, voilà, tu dois te faire une opinion à partir de ce que dit Zelensky et rien d'autre. Et puis bon, c'est H24, 7 sur 7. Donc moi, on va dire que je prends un petit peu de distance. Moi, je suis de la génération des gens qui ont vu les couveuses au Koweït, qui étaient débranchées, pas au Koweït, oui, si c'était au Koweït, des armes de destruction massive, la grotte de Ben Laden avec des tunnels, avec un spa, une piscine, etc. Donc en 2001, donc je veux dire, bon, c'est bon, ça y est, moi je suis trop mûr politiquement pour, entre guillemets, me laisser avoir. Donc je dis pas que c'est faux, mais j'ai pas la preuve absolue que ce soit vrai, puisque j'ai pas de débat contradictoire. Je veux dire, j'ai une seule version qui m'est imposée, et limite pour ce que je suis en train de dire, j'ai l'impression que je pourrais presque aller en prison, tu vois. Donc c'est vrai, voilà. C'est vrai, ça fait limite complotiste là, voilà. Oui, bon, si. Oui, un peu. Ouais. Non, mais je partage ton avis. Hein. Attention, c'est qu'aujourd'hui on a aujourd'hui une direction qui est prise par les médias. Il faut absolument pas en contourner, quoi. La contourner, en tout cas. Il faut tout de suite suivre la pensée unique, Philippe. Hein. C'est un peu ce qui revient, en fait. Alors, il y a une chose qui est claire, c'est quand même la Russie qui est rentrée en Ukraine. Oui, ça, d'accord. Non, mais attends. Oui. Faut revenir à la genèse, quand même. Faut aussi reconnaître que pendant 8 ans, le Donbass se faisait bombarder, se faisait 15 000 morts, et personne n'en a parlé. Oui. Mais c'est pour ça que je remets tout en équilibre, Christophe. Tu n'as pas interrompu Noam, ne m'interromps pas dans mon fil conducteur, s'il te plaît. Sinon, les auditeurs vont craquer, ils vont aller sur une autre chaîne. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, rappelle-toi, la semaine dernière, j'ai fait un canular, celui d'être invité au JT de TF1. Alors, effectivement, poisson d'avril, jusqu'au moment où je diffuse en plein après-midi des stories en allant chez le coiffeur, en faisant raconter une narration depuis le matin, et en milieu d'après-midi, je dis voilà, je suis désolé, ça va être enregistré, et donc par conséquent, me voici dans les locaux TF1 avec la tour prise d'en bas, avec des nuages qui correspondaient à la météo actuelle dans laquelle on était. D'ailleurs, c'était pas facile de trouver cette photo-là, et une scène où je suis en train de me faire maquiller. Et cette scène-là où je suis en train de me faire maquiller, pour beaucoup de sceptiques, les a convaincus que ça y est, j'y étais. Et alors, très peu, on dit ah non, même là, machin, etc. Donc, tu vois, la force des images peut te faire changer ta perception des choses. Là, c'est l'ancien militaire qui te parle, dans des forces spéciales. Un ancien policier, un ancien militaire. Et donc, moi, quand je vois ces images, effectivement, on n'a pas la possibilité de vérifier si c'est vrai ou si c'est faux, de part et d'autre. Je ne comprends pas comment une force comme les Russes, qui sait que ce serait complètement préjudiciable, ces images-là,
les aurait laissés. C'est-à-dire que s'ils avaient commis ces exactions, moi, en tant que chef d'une unité, je n'aurais laissé aucune trace. C'est-à-dire que j'aurais pris 2 camions, j'aurais chargé tous les cadavres et je les aurais emmenés pour les faire incinérer ou les faire détruire autre part. Ça, c'est un la premier logique. point. Oui. Deuxième point, il y a quelque chose qui me chagrine, c'est ce truc fait, ces corps placés de manière assez structurée en quinconce. Il n'y a aucune force militaire qui commet des exactions qui se met à mettre des gens vraiment parallèles, perpendiculaires, de manière rectiligne. Enfin, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent là-dedans. Quand je regarde les images, sans remettre la version officielle en doute, etc., il y a des choses, moi, qui me... Il y a comme un faux raccord dans le film. Très bien. Voilà. Alors. Mais, force est de constater que je rejoins Anouar. Moi, j'ai été un des rares politiques à s'indigner de la suppression de RT. Et quand je vois 2 semaines après que Emmanuel Macron s'émeut que RFI a été interdit au Mali, je me dis, mais de qui on se moque là? Franchement, de qui on se moque? Donc, je demande aux gens d'essayer de garder leur esprit critique et lucide. Peut-être qu'il va faire une demande auprès de McKinsey pour savoir pourquoi on a été interdit au Mali. Hein. Je sais pas. Ça, c'est possible, mais force est de constater qu'il n'y a qu'une seule vision unique de ce conflit. Moi, je suis pour la paix et je suis que pour les Ukrainiens retrouvent leur souveraineté et et leur dignité, parce que c'est aujourd'hui eux forcés de constater qu'ils sont en infériorité numérique, et quand t'es issu de la culture algérienne, celle de l'autonomie des peuples, etc., tu ne peux pas être autrement, mais aussi pour la liberté de la Crimée ou du Donbass, ou de la Corse aussi. Donc, force est de constater qu'il y a des choses qui sont assez bizarres, qu'on m'oblige de manière violente à accepter. Bon, alors il va faire plus rapide dans vos réponses, les gars, parce que sinon on va pas avancer. Pose pas de questions, on va avancer plus vite. Faut aller plus vite. J'ai pas l'impression d'avoir tardé. Si, vous avez tardé, les gars. Faut y aller plus vite là. Jamel, salut mon Jamel. Salut mon Christophe. Jamel, t'as 30 secondes. Salut Jamel. Et bonjour Anouar. Bonjour. Déjà merci. Merci déjà pour m'avoir fait découvrir la petite association. Que je connaissais pas, mais à mon avis je vais aller faire un tour, puisque déjà je suis de leur coin, donc je pense que je vais y aller d'ici 2 semaines, je pense, dès que je pourrai remarcher. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Jamel? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu peux remarcher? Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah non, mais moi je fais jamais, moi je me suis éclaté la cheville. Comment? Mais pas de fracture, mais ligament, et voilà, au bout de 2 mois je commence à remarquer ligament un peu. croisé, tu connais. Ah ouais, mais comment? On joue au foot? T'as joué au foot? Ah non, je me rendais à la gare de Noisy-le-Grand, qui est une gare magnifique. Ah ouais? Ah non, mais elle est vraiment dégueulasse cette gare, et j'ai chuté avec toutes mes affaires. Donc, tu t'es retrouvé Noisy-le-Sec. Tu t'es retrouvé Noisy-le-Sec au sec. Ah, Noisy-le-Grand, pas Noisy-le-Sec. Ah ouais, d'accord. En fait, ça c'est une version pour pas nous dire qu'il allait combattre en Russie, là. C'est ça. T'es parti en Ukraine en fait, t'es revenu. Hein? Escroc, va. Non, ils m'ont pas laissé rentrer. Ils m'ont pas laissé rentrer. Très bien. Non, mais là, je vais revenir justement sur ce sujet-là, sur ces massacres-là. Déjà, comme a dit Philippe, et comme a dit Anouar aussi, moi je suis tout à fait d'accord. Je dis pas que c'est du montage ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est un peu gros. Les exactions, il y a dû en avoir comme il y en a eu. Et des deux côtés. Parce que Zelensky, comme le disait Gamal la dernière fois, pour moi c'est un criminel de guerre. Bon, Poutine, voilà, faut pas l'embêter non plus. Et concrètement parlant, c'est très très gros. Que ce soit aussi scénarisé, pour moi, et j'ai pas envie de passer par un complotiste ou quoi que ce soit, mais force est de constater que c'est très scénarisé, c'est très carré, et que connaissant l'armée russe, je pense pas que les mecs ils se soient amusés à laisser filmer, comme a dit Philippe tout à l'heure. Voilà, et les chaînes d'information en continu, je regarde plus non plus. Alerte temps de parole, Jamel. Merci Jamel. Ça y est, le temps de parole Arcom a sonné. Merci à toi en tout cas, mon Jamel. 01 40 33 9000, vous pouvez prendre la parole à n'importe quel moment dans cette émission. Dans un instant, Hidalgo. La meilleure défense, c'est encore l'attaque. Au Parti Socialiste, on a l'impression que finalement, plus on va profond, plus on s'écroule. En fait, Anne Hidalgo fustige les autres candidats
de sa défaite à venir. À tout de suite. Noam Anouar est avec nous, l'ancien policier, le conseiller régional Philippe Bourriqui, également la belle histoire aussi, qui est en présentiel aujourd'hui dans nos studios pour nous livrer sa chronique de fin d'émission. La belle histoire qui écoute, scrute, et on fera une chronique de cette belle émission tout à l'heure, bien entendu, en fin d'émission. Les réseaux sociaux du LGF, sur Twitter, le Grand Forum FM2, Instagram, on va être en direct dans quelques instants pour notre premier débat. Le Grand Forum FM2, Facebook, Christophe Le Grand Forum, et vous pourrez voir d'ailleurs en image la remise du chèque de Philippe Bourriqui à l'association qu'il a choisi d'offrir son chèque aujourd'hui. Non, c'était sur Facebook, Christophe Le Grand Forum. Pour l'heure, Anne Hidalgo, messieurs, dans le zapping, qui était l'invitée de Apolline de Malherbe ce matin. Comment explique-t-elle son éventuel score de 2% à la présidentielle? Voici sa réponse. D'abord, je suis une femme de conviction et je porte l'idée de cette gauche qui a toujours réformé, qui a toujours été présente, qui a été cette jambe indispensable à la République. Qui est-ce qu'elle est aujourd'hui? Précisément. Eh bien, vous savez, dans la responsabilité qui est la mienne, redonner de la fierté, voir à nouveau des élus, des militants, des Françaises et des Français qui se disent, mais bien sûr, nous, on a fait toutes ces grandes réformes et on voudrait qu'on rase les murs, on voudrait qu'on soit honteux. Eh bien, vous savez, quand je vois se relever cette fierté-là, je suis heureuse d'avoir pris ce drapeau. Et quand on voit surtout les options sur la table, d'un côté, un Emmanuel Macron qui est parti tellement à droite que ce n'est plus du tout une option pour les gens de gauche, même de gauche modérée. Quand on voit son bilan et son programme, notamment sur les retraites, ce n'est plus une option. Et quand on voit de l'autre côté Jean-Luc Mélenchon avec cette position extrêmement radicale, avec ces positions qu'on ne peut pas suivre sur l'Ukraine, sur la scène internationale ou même sur la République et la laïcité, je me dis qu'il y a cette proposition, cette offre que je porte. Je ne les renvoie pas dos à dos, mais ce sont d'un côté une impasse pour Mélenchon, de l'autre côté, ça n'est plus une option pour la gauche. Donc je dis aux femmes et aux hommes de gauche, je vous dis Françaises et Français, il y a cette possibilité d'une alternance, de construire quelque chose de beau, de fort, de généreux, de fraternel dans notre pays. Ça a toujours été cette gauche que je porte. Elle a commis des erreurs, c'est clair. On les paye, c'est clair. Mais en même temps, cette gauche-là, elle est là. Lesquelles erreurs? Sans doute des erreurs, parce que vous savez, quand on porte justement un idéal aussi fort sur la justice sociale et quand on accepte, parce que c'est notre cas à nous, de ne pas être dans l'incantation, de relever les manches et de gérer, de scoltiner le réel, forcément il y a des déceptions. Mais pour autant, on est là, on est présent et on est présent dans toutes les villes. Voilà, Anne Hidalgo. Merci d'avoir arrêté parce que mes oreilles étaient en train de saigner. Là. Ouais, ça saigne, c'est clair. Ouais, qui commence? Allez, Noam. Je te sens chaud là, Noam. Ouais, non, en fait, plutôt résigné. Alors déjà, une petite parenthèse. On est écouté jusqu'à Marne-la-Vallée, donc Sophia, un petit coucou, une amie qui est souffrante. Salut Sophia. Voilà, ouais. Donc Sophia, un grand coucou, et puis voilà, bon rétablissement à toi. Voilà. Donc en fait. Comment dire, Anne Hidalgo, on la connaît depuis longtemps. Moi, voilà, j'ai toujours eu un intérêt pour la politique, de mémoire, aussi longtemps que je me souvienne. Elle a bénéficié de l'aura de Bertrand Delanoë, qui était pressenti pour être un ministre sous Hollande et qui a refusé et qui a quitté la scène politique, mais qui avait été un bon maire de Paris, qui était qui avait été élu à la suite d'un scandale financier qui avait touché à l'époque Tibéri, la famille Tibéri, donc le maire. Il a fait voter les morts et tout. Ouais, voilà, donc c'était un truc abracadabresque non mais un truc de fou. Donc il a été élu, il a fait du bon taf, il a redynamisé Paris et quand il s'est retiré, elle a bénéficié de son aura. Donc je pense qu'elle a eu les yeux plus gros que le ventre sur ce coup-ci. Et effectivement, on va dire que le Parti socialiste est fort sur le territoire. Ils ont quand même beaucoup d'élus, ce qui leur a permis d'avoir un certain nombre de parrainages. Mais au-delà de ça, il n'y a plus rien, quoi. Je veux dire, il n'y a plus d'élan populaire. Globalement, il n'y a plus de destin national pour le Parti socialiste, si ce n'est que de parasiter en fait la campagne de Mélenchon, qui est le candidat de gauche le mieux placé. Pourquoi elle tire sur Mélenchon et pourquoi elle devrait tirer sur Le Pen, sur Zemmour, sur Pécresse? Alors selon moi, je balance une patate chaude. Parce que j'ai beaucoup de relations avec la presse, etc. Je pense qu'il y a une bienveillance de la Macronie pour les petits candidats de gauche, notamment Roussel, en l'occurrence, et Hidalgo. Ensuite, concernant Jadot, donc au risque de ne pas faire plaisir à notre ami, mais bon, je dis ce que je pense, après on n'est pas obligé d'être d'accord. Moi, je trouve que Jadot, par exemple, sur l'Ukraine,
il n'a pas un discours pacifiste. Je veux dire, l'écologie, à la base, c'est pas un discours guerrier donc, qu'on attend en tout cas d'un élu écologiste. Oui. Je pense qu'ils ont fait du bon boulot aux dernières municipales, aux européennes, mais je pense que là, on est sur la fin, parce que je veux dire qu'ils ont des ambitions présidentielles, mais globalement, je pense qu'on aurait eu une belle gauche plurielle s'ils avaient mis de l'eau dans leur vin, les uns les autres. Et là, il y a eu une sorte de... halal, évidemment. Ouais, voilà, du vin... Et bio. Ouais. Et bio. Et bio. Voilà. Mais je veux dire que là, ou du vin dans l'euro, on va dire plutôt, oui, voilà, dans ce sens-là, puisqu'on est sur France Maghreb. Là. Mais ceci dit, comment dire, du Lben dans l'euro. Bon, c'est le mec qui lâche pas. Voilà. Non, mais après... je pense que clairement, ce sont des gens dangereux, très clairement, parce qu'ils vont favoriser l'accession de Marine Le Pen au second tour. Alors moi, dans ma position, il y a beaucoup de gens qui me titillent parce que je fais beaucoup de prosélytisme sur Twitter, sur les spaces, etc., pour que les gens aient voté et bien voté dès le premier tour. Moi, il n'y aura pas de front républicain avec moi. C'est ce qui fait que je ne suis pas engagé à l'Union populaire et avec les Insoumis. Parce que je savais depuis le départ que de toute façon, par principe, et ça peut se comprendre, les Insoumis n'appelleront jamais à voter Marine Le Pen au second tour. Ce ne sera pas forcément mon cas parce que je ne suis pas partisan de Marine Le Pen. Mais la logique, il faut que nos auditeurs comprennent que la logique du Front républicain, c'est de pourrir les musulmans pendant 5 ans pour faire monter l'extrême droite et se retrouver face à l'extrême droite au second tour pour le candidat en place. Exact. Et dire ensuite, regardez, après nous, c'est le chaos. Vous avez l'extrême droite qui est prête à vous sauter au cou, alors que c'est eux qui alimentent l'extrême droite pendant 5 ans. Je veux dire, pendant les 5 ans, il y a de l'islam partout. Des musulmans, des banlieusards, des sauvageons. L'ensauvagement, maintenant, c'est ça. Donc du coup, moi, j'oublie pas que quand Darmanin a dit à Marine Le Pen, vous êtes trop molle, moi, je supprime les rayons cachers et, et halal des supermarchés. Et là, Bardella a repris cette rhétorique. Donc du coup, pour moi, Macron, extrême droite, je veux dire, à la limite, faites-nous encore un front républicain. Moi, cette fois, c'est bon, je signe pas. J'en ai marre. Tu vois, je veux dire, à la limite qu'on soit tous dans la merde, j'appellerai pas forcément à voter Marine Le Pen. Mais moi, dans l'isoloir, je cautionnerai pas Macron au deuxième tour. Je veux dire, je mettrai plus jamais de ma vie un bulletin Macron dans une urne. Jamais. Tu vois, voilà. C'est Alors, tu parlais de Jadot. Philippe, tu vas pouvoir répondre. Juste on l'écoute justement par rapport à sa position de l'Ukraine. Il était invité aussi d'RMC hier. Pour que cessent ces atrocités et pour contraindre Vladimir Poutine à retirer ses chars d'Ukraine, il faut l'embargo. Expulser quelques diplomates russes. Enfin, sérieusement, c'est de la blague. Enfin, on peut en faire. L'ambassadeur de Russie en France qui est convoqué. Waouh. Voilà, waouh. Ouais, il a raison. Waouh, ça va lui faire ni chaud ni froid. L'ambassadeur de... Bon, alors, Hidalgo, parce que bon, Hidalgo, go pour Jadot. Go, mais go loin, va très loin. Nintendo. Non, qu'est-ce que je dis, Hidalgo Hollande a tué le PS, elle fait les funérailles de façon assez classe. Moi, je dis bravo, Madame Hidalgo. J'ai rien à lui dire, quoi. Tes ennemis, on sait où est-ce qu'ils sont et tu tapes. Est-ce que tu sur les penses autres. qu'une Hidalgo ou un Hollande, en cas éventuel, on peut quand même toujours espérer qu'il y ait un deuxième tour qui soit pas celui que les médias aiment nous vendre. Mélenchon, Macron, Hidalgo, Jadot, ils appelleraient à voter qui? Jadot appellera à voter Mélenchon. Ça, c'est... Alors, je suis pas certain. Certain, si. Yannick appellera à voter Mélenchon. À mon avis, ça va négocier. Ça va négocier sec. Hidalgo, Hidalgo, vous n'avez pas l'impression que ça va être pire que... Regardez, imaginez Macron, Mélenchon, deuxième tour, ou Macron, Le Pen. Alors évidemment, on connaît le classique, Le Pen, l'extrême droite, machin. Mais j'ai l'impression que ça va être une cavale plus impressionnante contre Mélenchon que contre Marine Le Pen. Je me trompe ou pas? Ouais, il n'y a pas photo, c'est sûr. Ils vont lui sortir des choses extraordinaires. Ah si, ils vont lui faire du sale. Mais vous y croyez tous les deux? Mélenchon au deuxième tour, c'est possible? Moi, je pense qu'il est excellemment bien parti. Moi, je pense qu'en fait, la valeur peu fiable du trio qu'on nous annonce, c'est-à-dire du triptyque Marine, Mélenchon, Macron, c'est Macron. Pour moi, la variable, c'est-à-dire que moi, la personne dont je ne suis pas sûr qu'elle sera au second tour, c'est Macron. Je veux dire, je connais très peu de gens quand on dit ça. Non, mais moi, je connais très peu de gens dans mon entourage qui votent Macron. Je connais même très peu de gens qui connaissent des gens qui votent Macron. J'en connais deux. Ouais, il y en a deux. Mais non, mais ça va exister. Mais je veux dire, il y a toujours ce qu'on appelle un bonus au sortant, quelle que soit l'élection. Donc il y a toujours 10% de bonus. Mais je veux dire, honnêtement,
Macron au second tour, pour moi, c'est pas une évidence. Donc je pense effectivement qu'on aura éventuellement un Mélenchon-Le Pen. Mélenchon-Le Pen. Après, écoute, on ne sait pas. Tu sais, regarde en 2017. Mélenchon-Le Pen, Mélenchon il gagne facile ou pas? Ou ça va être très dur là aussi? À mon avis, Mélenchon-Le Pen, il est perdant. Moi, je pense. Ah oui? Ouais. Mélenchon-Le Pen, Mélenchon il gagne pas face à Marine. Disons qu'il a beaucoup travaillé sur l'accession au second tour, mais moi, c'est un peu ce que je leur reproche. Et face à Macron, il passe ou pas, Mélenchon? Face à Macron, ouais, il passe. Mais par contre, face à Le Pen, non, il passe pas. Très bien. Bon, alors je préfère à Macron-Mélenchon, alors finalement. Non, mais je pense qu'ils n'ont pas assez bossé. Non. Ils n'ont pas assez bossé sur l'entre-deux tours. Là, pour moi, ils sont au second tour, donc ils n'ont pas assez bossé sur l'entre-deux tours. Tiens, on va parler de ta patronne, mon Philippe. Elle s'appelle Valérie Pécresse, à qui on a demandé hier dans l'émission Élysée 2022 qui aura été finalement votre adversaire pendant cette campagne. Écoutez sa réponse. Qui aura été votre adversaire dans cette campagne, Valérie Pécresse ? Le système qui voulait absolument que la droite républicaine ne se relève pas. Parce que nous avons un président de la République qui veut absolument un face-à-face avec les extrêmes pour s'assurer sa réélection au deuxième tour. Et il ne voulait pas que se relève une droite républicaine forte, avec des valeurs d'ordre, mais aussi des valeurs de liberté, des valeurs de justice. Donc tout a été fait pour essayer d'installer cette espèce de duel, mais vous l'avez vu depuis le début du quinquennat, entre Emmanuel Macron et les extrêmes. Et d'ailleurs, il y a eu une scène de vérité très intéressante au Parlement européen, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Emmanuel Macron est venu prendre la présidence de l'Union européenne, il y a les représentants de la droite européenne, Manfred Weber, qui s'est levé et qui lui a dit « Mais vous savez, progressiste, extrémiste, c'est un clivage qui n'existe pas en Europe. Parce qu'en Europe, entre les deux, il y a la droite républicaine. Et c'est elle qui dirige la Commission européenne, c'est elle qui dirige le Parlement européen. C'est elle qui, aujourd'hui, est forte et qui porte des valeurs qui sont puissantes pour l'Europe. Et ils l'ont même accusé de faire monter l'extrême droite. Parce que dans le bilan d'Emmanuel Macron, il y a aujourd'hui des extrêmes, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Marine Le Pen, qui sont aujourd'hui à 45% Valérie de l'électorat. Alors Valérie Pécresse qui, à chaque fois qu'elle parle, descend, on est à 8 à peu près. Elle a reconnu quand même avoir loupé son meeting du Zénith. Villepinte aussi. Le premier c'était Villepinte, il me semble. Non, Villepinte c'était Zemmour. Mais elle a pas... D'accord, c'était le Zénith. C'était Zénith, c'était une catastrophe. Ça commence déjà les confusions. Donc voilà, Valérie Pécresse. Mais son adversaire c'était le système. Elle a raison ou pas? Ouais, complètement. Là-dessus, moi je lui donne entièrement raison. Parce qu'effectivement... Et ce qui est vrai... Mais ça prend pas, la mayonnaise prend pas pour elle. Non, mais ça prend pas parce qu'elle est lâchée par les siens. On lui fait... franchement, mais je finis carrément par avoir beaucoup d'affection pour Valérie Pécresse. Quand je vois certains à qui elle doit beaucoup, enfin qui lui doivent beaucoup, comme Éric Woerth l'a lâché pour rejoindre la Macronie, Nicolas Sarkozy qui ne va pas à son meeting... Mais c'est scandaleux, c'est honteux. Mais ils ont eu raison, j'aurais vomi dessus. Disons c'est scandaleux. Il y a un secret de Polichinelle, c'est que globalement, il a dealé avec Macron le fait de ne pas aller en tôle et de soutenir et de ramener des députés LR en cas de réélection. C'est ça. Je veux dire, voilà. Il a sauvé sa peau, Nico. On sait très bien qu'il est pieds et poings liés. Je pense que face à la population, il a plus beaucoup de crédibilité. On a un agréable souvenir de Sarkozy. Voilà, bon, c'était un bon showman. Mais c'est pas quelqu'un qui a une valeur, on va dire, incitative au vote qui est extrêmement importante en France. Faut être réaliste. Vous en débarrassez. Non, mais la loyauté à son parti qui l'a fait de lui président de la République. Il est revenu en tant que président de son parti. Il s'est représenté aux primaires. Enfin, pour moi, la difficulté de Pécresse, c'est qu'en fait, ça a été la primaire républicaine. C'est-à-dire qu'à un moment, cette idée de la primaire, elle est intéressante, mais elle est démocratiquement. Mais en fait, ça génère beaucoup d'animosité pendant la campagne. Donc je pense que les attaques de Ciotti à son encontre et à l'encontre de ses soutiens sont restées un petit peu dans la mémoire collective. Tout le monde a pensé à un moment que Ciotti allait rejoindre Zemmour, tant les idées étaient semblables. Et elle est obligée de faire le grand écart entre des mecs comme Ciotti et des modérés comme Juvin, comme Jean-Christophe Lagarde, etc. Donc, en fait, c'est des droites qui ne sont pas forcément, ou en tout cas facilement réconciliables. Donc moi, quand je la vois aller à Roubaix avec Thibault de Montbrial, pardon, mais moi qui suis ancien policier, Thibault de Montbrial, c'est l'avocat qui défend de façon quasi systématique avec 2 ou 3 autres
donc c'est-à-dire 2 ou 3 autres, c'est Goldnadel, Liénard, etc. Les policiers accusés de racisme, quoi. Quand il y avait des blackface, etc., c'était Montbrial qui était le défenseur des policiers. Donc, à un moment, quand tu vas en banlieue expliquer aux gens avec Montbrial ou avec Éric Ciotti que, voilà, c'est pas, tu vois, c'est pas son public. Valérie Pécresse, en réalité, est une bonne, à mon avis, présidente de région. Elle fait un bon travail en Île-de-France. Elle a été réélue haut la main. Il faut être réaliste. Large, ouais. Elle a été réélue très large. Et je pense effectivement qu'elle est peut-être mal entourée, qu'il y a beaucoup de convoitises. Non, mais voilà. le problème de Valérie Pécresse, c'est qu'elle aurait dû rester sur le créneau gaulliste, républicain. Et je pense vraiment qu'elle aurait excellé et massacré tout le monde. Sauf qu'en se disant, bon, je gagne à 60-40. Donc c'est pas une... D'ailleurs, c'est une belle victoire, il n'y a pas photo. Mais elle a voulu ne pas se faire déborder sur sa droite et racoler avec les gens qui ont voté Éric Ciotti. Mais les adhérents des LR, c'est pas la France. C'est 120 000 personnes qui ont voté ou 160 000, c'est pas la France. Et malheureusement, en sortant de son couloir, les républicains modérés ont dit attends, nous on veut rien avoir avec l'extrême droite, tu vois les gens qui soutiennent Jacob, etc. Ouais. Et donc ils ont trouvé naturellement leur candidat de droite qui est Emmanuel Macron et les ultra droites, ils ont dit mais nous on a notre candidat, elle s'appelle Marine Le Pen ou elle s'appelle Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Et donc c'est les voix qu'elle perd à chaque fois, ceux qui partent et à sa gauche vers Emmanuel Macron qui est quand même à droite et son extrême droite, c'est à cause de ce grand écart. Alors Karim est avec nous, 01 40 39 000. Bonjour Karim. Bonsoir mon brave Christophe, bonsoir à Philippe et bonsoir à Noam que je voulais saluer, c'est pour ça que j'ai appelé parce que j'adore sa constance et surtout sa clairvoyance. Parce que c'est sur cette antenne, on entend des gens qui ont l'impression qu'ils sont dans un autre pays que la France. Je voudrais te remercier parce que moi je t'ai entendu aussi sur d'autres radios et tu tiens toujours les mêmes propos et surtout tu as une grande vision sur l'avenir. Et moi je voudrais simplement dire une chose. Moi je pense que nous les musulmans, malheureusement, parce qu'il faut dire nous les musulmans, on peut pas perdre son temps à lire le programme économique des candidats. Nous, ce qu'on doit faire, c'est sauver notre peau. Parce que moi, je dis quelque chose. Parce que, quel que soit le candidat, s'il prend une mesure contre le chômage, j'y serai soumis. S'il prend une mesure pour l'environnement, j'y serai soumis. S'il prend une mesure pour les retraites... Mais il y a une seule chose que personne ne parle et qui, moi, me concerne, c'est ma vie en France. Est-ce que je vais continuer à vivre traqué comme une bête ? Parce que j'ai l'impression, moi, que je suis traqué, parce que, moi, les musulmans, on nous attaque de partout, sur ce qu'on dit, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on mange, sur ce qu'on s'habille, la manière dont on éduque nos enfants, où on passe nos vacances, comment s'habillent nos femmes. Pour l'instant, il n'y a que dans la chambre à coucher du musulman qu'on n'a pas légiféré. Mais à mon avis, ça va pas tarder, hein, parce que il y a au Sandrine rythme où ça Rousseau va. qui propose une contravention pour le non-partage des tâches ménagères. Là. Non, ça va venir, patience. Quand j'entends des gens de confession musulmane dire qu'ils savent pas pour qui voter, mais je me demande si ces gens-là sont conscients de ce qu'ils disent. Moi, je veux pas voter pour Mélenchon pour son programme économique. J'en ai rien à foutre du programme économique des gens. Ils feront le programme qu'ils veulent. Mais moi, ce que je veux voter pour un mec qui ne me mettra pas dans un wagon plombé. Voilà. Et les gens n'ont toujours pas compris que la période est grave. Ce que je n'arrive pas à comprendre, moi, c'est beaucoup de gens de la communauté. Encore une fois, je le respecte, c'est sans jugement, mais je n'arrive pas à comprendre qu'ils puissent voter pour un candidat sortant qui a été, je ne voudrais pas spolier, mais qui a été quand même un quinquennat le plus violent qu'on n'a jamais connu. Bravo. De stigmatisation envers les musulmans. On n'a jamais fermé autant de mosquées. On n'a jamais dissolu autant d'associations. On n'a jamais... les Gilets jaunes, la violence policière l'ont vécu. Il y a eu tant de borniers, des mains arrachées. Socialement, ça a été violent. Voilà, le quinquennat le plus violent et même plus violent que François Hollande, c'est pour dire quand même. Alors Christophe, est-ce que je peux répondre là-dessus? Bien sûr, comment on peut voter la loi contre le séparatisme? Voilà, c'est qu'un exemple. Alors justement, moi j'ai des gens qui me contactent sur les réseaux sociaux et j'ai eu 3 ou 4 fois des interpellations qui sont bizarres. Je veux dire que je pensais plus de notre temps. Il y a un type qui m'appelle, qui me dit voilà, moi je suis marocain, tu sais que nous on est très attachés à notre terre d'origine.
et Mélenchon s'est pas positionné sur le Sahara occidental. Donc moi, il est hors de question que je mette un bulletin dans l'urne Mélenchon s'il n'a pas donné sa position sur le Sahara. Donc moi, je réponds à ta question. Il y a des gens, ils sont sur une autre planète. Je veux dire, on est en France, on est dans une mouise incroyable, dans un truc de ouf. Et ils te disent, moi, c'est ce qui compte pour moi, c'est ce que le mec va dire sur Sahara. Donc pour moi, le mec, je lui dis, écoute, il y en a d'autres qui m'ont dit, moi, Mélenchon, j'aime bien, mais dans son équipe, il n'y a pas de femme voilée, donc je vote pas pour lui. Tu vois, mais pour moi, ces mecs-là, moi, je suis pas quelqu'un de violent, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a des gens qui raisonnent comme ça. Moi, ils me rendent ouf. Je veux dire, il y a un moment, et tu vois, je lisais encore une sorte d'influenceur autoproclamé des banlieues, qui dit, moi, j'appelle à voter pour personne, je ne voterai pas. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien comment ça s'est passé. Le mec, il s'est autoproclamé influenceur de la communauté musulmane. Il est allé voir tous les partis, il s'est pris des revers dans la tronche. Il est allé leur dire, ouais, moi j'ai 10 000 personnes sur les réseaux sociaux, j'ai 10 000 followers sur Twitter, donc j'ai 10 000 voix, et vous me donnez quelque chose, sinon j'appelle pas à voter pour vous. Et les mecs l'ont dit, écoute, va jouer au billes, c'est bon, quoi. Tu vois, je veux dire, les banlieues, aujourd'hui, et les musulmans ne sont pas en position de force. Il faut être réaliste, vous êtes cernés. Quand je dis vous, je me compte dedans. Je veux dire, on n'a pas 10 000 choix. Honnêtement, je veux dire, vous servez d'épouvantail à toute la France. Vous n'êtes pas des gens dont on peut se prévaloir en disant, bah tiens, j'ai les musulmans avec moi, je vais gagner. C'est au contraire. On est en train de vous montrer du doigt à toute la France, à toutes les autres communautés, y compris la communauté franco-française de souche, comme l'appelle Zemmour. Et on dit, voilà, regardez ces gens-là, donc moi, je vais m'en occuper, c'est la menace numéro 1, c'est-à-dire le grand emplacement, etc. Donc votez pour moi et je vais vous débarrasser de ces gens-là. Voilà, en fait, vous êtes des épouvantails, c'est tout. Donc vous n'êtes pas en position de force, vous n'êtes pas un lobby, hein, faut pas rêver, les amis. Bon, merci mon Karim, en tout cas. Je voudrais remercier Philippe pour ce qu'il fait, parce que bravo Philippe pour ta générosité. Philippe, c'est cool. Alors, soyez super, merci infiniment pour tes mots, je sais qu'ils sont sincères, mais je vous en supplie, arrêtez de me dire merci ou bravo. Eh ben, on dit merde, alors, allez, casse-toi, voilà. Non, tu ne comptes pas comme ça. Casse-toi, pauvre con, voilà, tu rajoutes c'est ça. jusqu'au bout. Non, c'est pas ça, c'est que moi, ça me coûte rien, et je ne fais que de respecter la parole donnée, et quand je respecte la parole donnée, je remets en selle le grand architecte de mon univers, qui est mon papa, qui est plus là aujourd'hui. Voilà, et c'est comme ça qu'il m'a élevé. Il m'a élevé en respectant sa parole d'homme. Alors je sais que ça veut rien dire pour Europe Schizophrénie les Verts, mais moi je respecte ma parole d'homme jusqu'au bout. Allez, dans un instant, finalement, c'est lié. On va engager le débat. Le premier débat sur Instagram en direct, sur le Grand Forum FM2. Dans un instant, sur les quartiers populaires. Est-ce que les habitants de ces quartiers populaires ont la clé de cette élection ? Tu vas en parler un petit peu, Noam. On va ouvrir le débat un peu plus longuement dans un instant. Et on parlera de ces zones de non-droit. Beaucoup de candidats, effectivement, disent qu'il y a des zones de non-droit en France. On demandera à l'ancien policier si oui ou non il en existe réellement en France. À tout de suite. Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct avec Noam Anouar, avec Philippe Boyaki. Puis il y a la belle histoire qui scrute évidemment... bien entendu, ce qui se passe, ce qui se dit dans cette émission en direct sur Instagram. Le Grand Forum FM2, rejoignez et likez les réseaux sociaux du LGF. C'est important, les amis, parce qu'on voilà. Là, je vais vous mettre un truc sur Facebook, sur Christophe Le Grand Forum, à propos de NJ. Je disais hier, d'ailleurs, et j'ai été repris par deux chroniqueurs sur l'information que je donnais et que je confirme aujourd'hui, à savoir que la France est devenue le plus grand importateur de gaz liquéfié états-unien aujourd'hui. On est le pays qui importe le plus dans le monde de gaz donc liquéfié américain. Et c'était déjà acté il y a à peu près un an. Voilà, je vous ai mis la vidéo sur la page Christophe Le Grand Forum. Allez-y, allez voir. Et voilà, il y a plein de petites vidéos sympas qu'on met, alors non pas pour influencer, mais pour réfléchir, pour donner un autre angle de l'actualité. C'est un peu le principe. Voilà. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un en ligne avec nous, je crois. Oui, Méziane. Allô ? Oui, Méziane. Comment ça va, mon Méziane ? Ça va, merci, et vous ? Bon, qu'est-ce qui se passe, mon vieux ? Ben, écoutez, j'ai pris l'émission en cours. Je sais pas comment tes invités, comment ils s'appellent, de quel bord ils sont. Quel bord ils sont ? Moi, j'ai rejoint Zemmour hier. Quel bord ils sont ? Mais pourquoi tu veux savoir quel bord ils sont ? Non, il n'y a pas de Zemmourien, mais t'es fou, quoi. On passe pas de Zemmour ici. Méziane, t'es trompé de radio, là. T'étais où, là ? C'est bon pour la santé. Bon. Non, mais moi, je suis écologiste. Oui. Je vous salue tous, tant que vous êtes. Bon, excusez-moi, j'ai pas retenu les noms puisque j'ai pris l'émission en cours. C'est pas grave, mon Méziane. Alors, moi, bon, d'un point de vue des élections qui s'approchent, là, je pense que Mélenchon, c'est l'un des meilleurs candidats. Moi, j'aurais voté Asselineau, mais malheureusement, il n'était pas là. Voilà, il n'a pas eu les machins.
Mais je voudrais soulever un problème. Je crois que les États-Unis sont en train de perdre pied à cause de la Chine, qui s'est développée technologiquement, économiquement et militairement, et qui sont en train d'essayer de rebattre les cartes pour prendre le dessus, avec l'Europe qui est arrimée un peu aux États-Unis. Et malheureusement, je crois que pour rebattre les cartes, ils sont obligés d'aller sur tout l'échiquier mondial, la planète. Et entre autres, j'ai entendu dire que le président algérien Tebboune a reçu, après qu'il soit allé, le secrétaire d'État américain, qui est allé d'abord au Maroc, qui soutenait le Maroc. Il était en Israël, au Maroc et en Algérie. Et vis-à-vis du Sahara occidental, où il a dit on reconnaît l'autonomie du Sahara occidental sous l'égide de l'autorité marocaine. Et quand il est allé en Algérie, Tebboune a léché les bottes du secrétaire d'État en lui disant on est pour l'arbitrage des États-Unis. Alors, et puis le ministre des Affaires étrangères algérien, qui lui a dit aux Russes on voudrait qu'il y ait des exercices communs au Sahara avec les Russes. Oui, alors il y aura des exercices. Là, il y a vraiment une redistribution des cartes, un cafouillage. Je crois qu'on est en train de nous préparer la Troisième Guerre mondiale. Alors, mon cher Méziane, je te reprends juste sur un truc parce que tu m'avais l'air bien informé, c'est très bien. Le président algérien n'a absolument pas dit cela à l'émissaire américain, je te le confirme, je te le dis. Par contre, sur le reste, tu as raison. Effectivement. Non, mais je te dis que non. Je te dis que non. Faut pas. Je l'appelle. Non, mais Méziane, je veux dire, faut être sérieux. Et pour ce qui est du reste, tu as raison. Effectivement, il y aura des exercices communs. C'est ce qui a été dealé avec la Russie à la frontière marocaine. Ça, c'est prévu pour le dernier trimestre de l'année 2022. Voilà. Alors, en sachant que ces exercices communs, c'est en vue d'une guerre éventuelle entre le Maroc et l'Algérie. On ne sait pas c'est en vue de quoi, mais c'est en vue. Ah, voilà. on ne sait pas, c'est ça. Oui. Bon, ben merci Méziane en tout cas. J'aimerais qu'on revienne à notre débat, s'il vous plaît, à savoir les quartiers populaires. D'ailleurs, Noam a participé, il était à ce qui est organisé par l'Avenir en commun la semaine dernière à Saint-Denis. Tu allé faire un petit tour là-bas? Ouais, je suis allé au Franc-Moisin et je suis allé à la marche à Sevran aussi là pour le jeune qui a été tué. Hier, j'étais à Bobigny pour le jeune Jérémy Cohen également, paix à son âme. Donc voilà, moi je sillonne la banlieue comme à mon habitude et puis je prends un petit peu la température. Voilà. D'accord, ouais. Alors, justement, est-ce que Philippe, les habitants des quartiers populaires ont-ils la clé de cette élection, oui ou non? Bien sûr, bien évidemment, quand tu as le nombre de millions de personnes qui habitent dans les quartiers populaires, ils ne peuvent avoir que la clé, mais visiblement, la clé, ils l'ont cassée. C'est pas qu'on l'aura cassé, c'est qu'on l'aura confisqué, ils l'ont trouvé, ils l'ont cassé, parce qu'ils en ont marre d'être baladés, ils en ont marre qu'on nous raconte n'importe quoi, ils en ont marre qu'on nous mente, ils en ont marre de se faire trimballer à gauche à droite, et donc j'ai peur, j'ai vraiment peur d'un gros taux d'abstention dans les quartiers populaires. Y compris dans la Pampa, c'est-à-dire que la ruralité, on l'oublie, mais c'est quand même quelques millions de personnes aussi, et que au deuxième tour, ces quartiers populaires, face à un vote sanction vers un système qui les a oubliés et qui s'est moqué d'eux et qui va venir les chercher au dernier moment. Ça veut dire que le quartier populaire pourrait voter Marine Le Pen? Je pense sans aucun problème. C'est très inquiétant. Je pense sans aucun problème. Pour avoir échangé avec des gens, ils m'ont dit nous, la QPB. Ça veut dire que le mot d'ordre dimanche soir, au cas où c'est effectivement ce scénario qui nous est vendu depuis un petit moment, Macron-Le Pen, il y aura un mot d'ordre, tous contre Macron. Tous contre le système. Ouais. Qui les a oubliés, parce que Macron n'est que l'héritier de ce système. Il est à mi-cheval entre Sarkozy et comment il s'appelle, Hollande, qui sont les héritiers de Chirac et de Mitterrand. Donc ce système les a parqués, ce système les a oubliés, ce système les a stigmatisés, ce système les a mis dans une situation compliquée en favorisant
des gens qui vivent du trafic. Enfin voilà, ça a arrangé tout le monde. Sauf qu'aujourd'hui, tu as une cocotte minute qui peut exploser à n'importe quel moment. Et on l'a vu avec Sevran, ce qui s'est passé. À Aulnay aussi, ça a à Aulnay. Il était, en fait, il y a deux cités. Il y a les Bodotes et le Gros-Sault, là, Aulnay-sous-Bois. Et le type, alors, était originaire des Bodotes, mais il vivait au Gros-Sault au moment. Ah, d'accord. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a eu les deux quartiers. Ouais, ils sont concomitants. D'ailleurs, le policier en question était placé en garde à vue, je crois. Alors, il a été placé en garde à vue. Il a été mis en examen, mais je ne crois pas qu'il soit en détention. À mon avis, il a été placé sous contrôle judiciaire. Une balle dans le dos, hein, c'est ça? Alors pas. Oui, effectivement, il a été mis en évidence par la vidéosurveillance que effectivement, il n'y avait pas de situation de légitime défense. Donc, il y a en réalité. Non, mais alors, on pourrait faire une parenthèse là-dessus. Ouais. Il y a des aberrations en fait dans cette affaire qui m'ont conduit moi à y aller. Et puis finalement, j'ai pas aimé l'esprit de la marche, donc j'en suis parti. C'était très agressif. Ah bon? Alors au début, j'ai cautionné. Les gens voulaient pas qu'il y ait de film, voulaient pas, voilà. Donc il y a eu un service d'ordre, on va dire local, c'est-à-dire des jeunes de la cité qui étaient un peu cagoulés, tout ça, qui assuraient le service d'ordre. Ouais. Et la police leur a laissé justement la gestion du service d'ordre, et donc ils s'en sont un peu pris aux journalistes quand même. Ils leur ont mis des coups de pression. Puis à un moment, moi, j'ai vu un mec gifler un journaliste. Je lui ai dit, écoute, c'est pas bien, fais pas ça. Il va t'arriver des bricoles. Et puis ça se fait pas. Et ils m'ont dit, ouais, toi, ta gueule, l'ancien flic, la balance, tu restes pas là, etc. J'ai dit, écoutez, moi, vous avez raison. Je suis venu pour m'indigner avec la famille. Mais maintenant, si effectivement vous le prenez comme ça, moi, je m'associe pas à votre marche et je m'en vais. Voilà. Et puis je suis parti. Les journalistes sont partis aussi. Et c'est dommage. Tu vois, je trouve que quand tu as les caméras dans ton quartier qui viennent pour une demi-journée et puis qui viennent montrer à la France entière la réalité de ce qu'ils vivent, bah, tu lui mets une tarte, je veux dire, tu repars pas avec une bonne image. C'est pas bien. Après, au plan du droit, ce qui s'est passé est une aberration. C'est-à-dire que déjà, moi je pense que le problème a commencé au moment où la police a pris la plainte pour vol de véhicule. C'est-à-dire que soit effectivement, l'employeur a menti délibérément en disant qu'il s'agissait d'un vol simple, alors qu'en réalité, c'était un conflit professionnel, je veux dire un différend commercial entre l'employeur et l'employé. Parce que ce qui s'est passé, pour rappel, c'est que JP, paix à son âme, était employé d'une société de livraison. Donc on sait très bien pour livrer des colis pour des opérateurs Internet qu'on connaît. Donc on ne va pas citer, mais voilà, il livre des colis dans la journée, dans le prime, etc. Et en fait, il y a eu un différend où je crois que JP n'avait pas eu son salaire et donc il a dit à son employeur, écoute, moi, si tu ne me payes pas, je garde le camion avec les colis. Donc lui a dit, si tu fais ça, moi, je vais déposer plainte pour vol, et il l'a fait. Et donc la police est tombée sur le JP et lui a expliqué, dans un premier temps, il a obtempéré au contrôle et il a expliqué que c'était plus compliqué que ça, que c'était pas un vol, etc. La police a dit, si, c'est un vol, donc vous arrêtez. Et donc du coup, il a poursuivi sa route, la police l'a suivi. Et au feu rouge, en fin de compte, un policier est sorti de sa voiture sans brassard, un policier en civil de la BAC d'Aulnay, il lui a tiré dans le dos. C'est-à-dire que ça a traversé l'habitacle et ça l'a atteint au niveau du dos. Alors que après, par la suite, quand ils se sont justifiés des faits, ils ont dit que le policier avait tenté de les renverser, tous les syndicats se sont alignés là-dessus, les syndicats, les influenceurs des réseaux sociaux de la police. Et donc il y a eu un mensonge, ils ont en plus publié ses antécédents, ils ont dit qu'il avait 34 infractions au stick. Donc c'est toujours la même technique qui est insupportable, c'est-à-dire de criminaliser la victime et de se couvrir avec des mensonges. Donc moi je ne suis pas pro-banlieue, pro-police, ni anti-banlieue, ni anti-police. Moi j'aime la justice et je trouve que ce qui s'est passé est totalement anormal. Voilà. Donc, merci pour la précision et de nous avoir expliqué cette affaire noire. Voilà. Alors Abdelrahman de Saint-Omer est avec nous. Bonsoir Abdelrahman. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir aussi aux invités. On est dans le Pas-de-Calais, c'est ça. Moi, j'ai pas grand-chose à partager sur ce sujet-là, en fait, pour dire au monsieur, en fait, nous tous, on est là pour la justice, qu'elle soit faite pour tout le monde, pour toute, on va dire, toute personne, toute son origine. Alors pour les quartiers populaires, Abdelrahman, est-ce que les habitants des quartiers populaires... J'ai autre chose, Christophe, à chaud, à partager avec vous. Oui. En fait, je viens de recevoir là dans la messagerie vocale un message de Monsieur Zemmour qui nous invite à changer la France. Ouais. Et là, je me pose la question s'il n'est pas vraiment soutenu, parce que moi, je le dis clairement, je suis chez l'opérateur SFR. On connaît tous le patron. Donc, si c'est pas ça... Non, c'était un poisson d'avril, Non, c'est vrai, il y a un message qui circule, il appelle les gens. Non, ça c'est vrai. Je l'ai, le message. C'est sa voix, il a enregistré, il a envoyé à tout le monde. Est-ce qu'on peut l'écouter? Est-ce que tu l'as, Noam? Moi, je l'ai, ouais. Tu peux nous le faire écouter? Attends, bouge pas, on va l'écouter en direct. Je sais pas si vous l'entendez. Non, bouge pas. Attends. Bouge pas. Abdelrahman, reste tranquille, bouge pas. Il y a Noam qui va nous le faire écouter. Attends, je remets. Ouais, vas-y. Un truc tout.
Bonjour, c'est Éric Zemmour, votre candidat à l'élection présidentielle. Je vous appelle car nous allons vivre dimanche un jour historique. Vous avez l'avenir de la France entre vos mains. Dimanche, pensez à vos enfants. Il faut que la France reste française. Dimanche, votez pour la sécurité contre l'immigration, pour votre pouvoir d'achat, notre identité et Ouais, bref, ok. Attends, Christophe, Ouais. Erham Waldik, il y a alors Mélenchon a le même. Ah bon a la même, mais par contre, lui, il appelle pas les gens sur leur portable dans le privé. Ouais. Il le fait. En fait, c'est les militants qui se le transfèrent. Donc, c'est la même durée. Ça dure 30 secondes. D'accord. Pareil, souci d'équité, je mets celui de Mélenchon. Oui, oui. Élection présidentielle, premier tour, 10 avril 2022. Un autre monde est possible. Jean-Luc Mélenchon. Madame, monsieur, citoyenne, citoyen, le système est à bout de souffle. Un autre monde est possible. Pour tout changer, vous disposez d'un programme, l'avenir en commun, d'une méthode, l'Union populaire, et d'une équipe prête à gouverner. J'en suis le candidat. C'est beau, hein. Ouais. C'est quand même autre chose, hein. Mais Mélenchon, il a pris l'apéritif, là. Allez, vas-y, on considère que ça suffit. On va Bah ouais, non, c'est bon, ça y est. Ça, c'est intéressant, alors, ce système d'utiliser le téléphone. Merci, Abdelrahman. Alors, pour celui l'info. de Zemmour est invasif, quand même. Merci à vous. Hein. Bah, et merci. Alors, J'espère que tu l'as bien effacé, en tout cas, le message, hein. Ah, c'est clair, ça c'est sûr. Alors, c'est tout de suite. Alors en fait, il y a un truc sur lequel il faut qu'on clarifie pour notre antenne. Hein, on peut pas dire que voilà le patron des SFR c'est Drahi qui est connecté avec Zemmour, etc. Ouais. Ça a circulé ça. Voilà. Ouais. Alors non, c'est pas ça. En fait, ils prennent des numéros de téléphone sur par exemple les sites comme les sites de vente de petites annonces, etc. Ah, le Bon Coin par exemple. Quand tu vas vendre ta bagnole, ils récupèrent ton numéro. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis ils appellent. En fait, voilà, en fonction des régions, etc. Ils ciblent et puis il y a des comités locaux qui font ça. C'est pas, il y a pas de complot. Tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est. Faut rétablir les choses. J'aime pas le programme de Zemmour, j'aime pas ses idées, mais on faut pas qu'on parte dans des trucs. Oui, bien sûr, t'as raison. Ouais. Philippe, t'as pas reçu le message de Zemmour, de Jadot, de personne, toi? Si, j'ai reçu des mails de des mails, non, mais on s'en fout des mails, des messages téléphoniques. Non, mais je vais même te dire pire que ça. Ouais. Ce qui est complètement scandaleux, tu sais que j'ai parrainé Yannick Jadot, tu sais que j'ai toujours été loyal, et il s'avère que cette semaine, arrête s'il te plaît, chacun fait ce qu'il veut, moi j'ai été loyal et je continuerai à être loyal. Il s'avère que cette semaine, il y a un mail qui est arrivé à destination des copains et des copines, puisque moi je suis plus dans les boucles, avec les désignations des délégués de Yannick Jadot par ville. Ouais. Donc il y a une adhérente qui a été désignée sans avoir été consultée, sans qu'on ait recueilli son consentement. Il s'avère que cette adhérente travaille pour une autre collectivité territoriale et qu'elle a toujours demandé à discrétion. Donc moi je suis monté au créneau via Nadine Errati, je la cite, l'adjoint au maire de Gentilly, et la co-secrétaire départementale, en disant c'est pas des choses qui se font, c'est la moindre des choses, c'est de demander. Et donc je lui dis voilà, sur Orly, il y a un délégué qui veut l'être, c'est Philippe Bouriaki. Ouais. Et alors, figure-toi qu'on a renvoyé la liste avec mon nom, et 2 heures après on a renvoyé la liste avec un autre nom sans lui demander aussi, donc ça va faire un tollé dans le groupe local. C'est le bordel. Et au final, ils ont envoyé une liste sans aucun délégué à Orly. Ah, comme ça, ils ont réglé le problème. Voilà. Comme ça, c'est réglé. Voilà. Alors, pour répondre un peu à ta question, parce qu'on est parti tout à l'heure sur une parenthèse. Ça sera après la pub. Après la pub. Okay. Et on parlera aussi des zones de non-droit. Parce que voilà, le temps presse. À tout de suite, les enfants. Le LGF, merci d'être avec nous en direct avec Noam Anouar, avec Philippe Bouriaki. Et on parlait donc des quartiers populaires. Est-ce que les habitants de ces quartiers ont la clé de cette élection ? Noam, rapidement sur ce sujet, sur cette question, avant que nous parlions des zones de non-droit qui sont évoquées à de nombreuses reprises par certains candidats. Il paraît qu'il existe des zones de non-droit dans ce pays. Tu vas nous dire, toi en tant qu'ancien policier, c'est effectivement, tu l'as constaté de tes propres yeux. Voilà. Alors Noam, sur les quartiers populaires d'abord. Alors déjà, je souligne que c'est le ramadan, donc on est tous un petit peu fatigués, ça on l'a remarqué, etc. Ouais. Donc du coup, allez voter et participez également, portez-vous volontaire pour être assesseur et pour aller au dépouillement. Parce que si on nous vole l'élection, ce sera justement par ce biais-là, par des irrégularités dans les bureaux de vote, justement dans les banlieues. C'est-à-dire que là où Mélenchon est susceptible de réaliser des scores importants, je pense que alors des partisans d'un parti, d'un camp ou d'un autre, c'est-à-dire que ce soit Zemmour ou quoi que ce soit, des partis opposés à ceux de Mélenchon, sont susceptibles de saboter justement par des suppressions de bulletins ou pour des ajouts de bulletins, ceux qui connaissent le coup de la chaussette par exemple. Donc il faut des gens, ce qui fait la différence, ce qui empêche les fraudes, c'est un maximum de personnes issues de différentes tendances qui contrôlent la validité du scrutin. Voilà. Donc ensuite, alors moi je ne pense pas honnêtement que les banlieues constituent une force électorale.
en tout cas jusqu'à présent, l'histoire l'a jamais vraiment démontré. Mais je sens, alors de mon côté, hein, moi je travaille dans le 93, j'habite à proximité également du 93. Je constate un énorme engouement en fait pour le programme de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, moi je pense que Mélenchon va faire un tabac dans les banlieues d'Île-de-France et de province. C'est ma prédiction. Après, on verra ce qu'il en est. Ouais, alors, un tabac, effectivement, c'est ce qui risque de se passer dans les banlieues, Philippe, pour Mélenchon. Dans les quartiers ou pas? Ça dépend s'il y a un bar avant ou pas. Licence 4. Il n'a pas compris. Hein. Bon, c'est bar tabac, mais c'est. Ouais, ok, super. Ouais. Non, oui, je pense qu'il y a 2 noms qui vont ressortir dans les quartiers populaires. Je l'ai dit tout à l'heure. Ah, 2. C'est Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. C'est assez incroyable quand même d'entendre ça. Mais c'est la réalité. Oui, je sais, tu as raison, mais c'est incroyable. Tu as des gens qui sont. Tu sais que quand tu es dans la misère, tu entends les discours des gens qui te parlent et qui parlent aujourd'hui au milieu populaire. Ouais. Tu as Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Donc forcément, l'écho va être très fort là-bas. Et effectivement, s'il y a une forte mobilisation, elle sera plus... moi, je suis désolé, je soutiens Yannick, mais le discours dans les quartiers populaires de Yannick est inaudible. Quand je dis inaudible, pour plusieurs raisons. Premièrement, l'incarnation. Je suis désolé, il y avait 7 porte-paroles de Yannick Jadot. Sabrina Sebaï et Mélissa Camara, si je vous dis qu'elles sont porte-parole de Yannick Jadot, vous n'allez pas me croire. Et c'est la vérité. Quand je vois Libé qui fait le portrait de Marine Tondelier en disant « Ah, super, la porte-parole, machin, etc. » Enfin, elle n'est pas une valeur ajoutée. Je pensais qu'elle habitait dans le 93 et pas à Hénin-Beaumont. Mais visiblement, Libé est mieux renseigné que moi. Il faut que je change mes fiches. Comme quoi, mes fiches de renseignement, sont mauvaises. Mais voilà, c'est juste scandaleux. Tu finis quoi? Tu finis par faire un foot dimanche à Nanterre et tu fais même pas du tractage et du porte-à-porte. Mais qui sont les gens qui l'accompagnent? Qui sont les gens qui l'ont conseillé, Yannick Jadot? C'est une catastrophe, il avait un boulevard et j'ai peur qu'il finisse moins de 5. Ah oui, c'est chaud quand même. Ouais. Alors, Noam, en tant qu'ancien policier, on entend beaucoup dans la bouche des candidats, à l'image de Valérie Pécresse, encore d'Éric Zemmour, de Marine Le Pen, principalement à droite et à l'extrême droite d'ailleurs, nous parler des zones de non-droit. Il n'est plus acceptable que dans ce pays, la police, que les pompiers, que les services publics ne puissent rentrer dans ces quartiers. Oui ou non, toi en tant qu'ancien policier? Évidemment. Voilà, tu sois voilà, transparent et franc. Alors, oui ou non, il existe des zones de non-droit dans ce pays, Noam? Ouais, alors il est bien sûr, il y a des zones de non-droit, mais j'ai envie de dire, alors ça a toujours plus ou moins existé. Je veux dire, depuis que les services publics ont désinvesti quelque part, ont été désinvestis des quartiers populaires, il y a eu effectivement des zones de non-droit. On a eu l'exemple pendant le premier confinement. Je veux dire, très clairement, le préfet de Seine-Saint-Denis a fait une réflexion dans la presse. Il a eu une page dans Le Monde, je crois que c'était Le Monde, où il expliquait qu'il allait mettre en place une banque alimentaire, tellement le nombre de familles vivant du trafic de stupéfiants était important dans le département. Donc comme le trafic de stupéfiants était paralysé du fait que justement les déplacements étaient interdits pour les acheteurs, parce que les points de deal étaient toujours en place, hein, naturellement. Donc il y a cette problématique, mais j'ai envie de dire, par extension, que depuis Macron, la France entière est devenue une zone de non-droit. C'est-à-dire que la police, la gendarmerie ne sont plus des services publics, ce sont des services de maintien de l'ordre et de répression des manifestations. Il y a énormément de gens qui ont des difficultés à déposer plainte. Il y a énormément de personnes qui déposent plainte et pour lesquelles les enquêtes ne sont pas suivies, y compris à l'IGPN, hein, mais pas qu'à l'IGPN, y compris dans les services de police. Les services de soins ne sont pas assurés. Moi, je parlais tout à l'heure de ma situation. J'ai eu le Covid, je suis allé à l'hôpital, on m'a dit rentre chez toi, prends du Doliprane. Donc, je veux dire, l'hôpital ne soigne plus, la police ne sécurise plus, l'éducation nationale ne fonctionne plus. Donc l'ensemble des services publics sont complètement dilapidés. Donc avant de parler de droit, moi j'ai envie de renvoyer à la tronche de la classe politique le discours habituel. On disait toujours aux petits arabes de banlieue, vous avez des droits mais vous avez aussi des devoirs. Moi j'ai envie de m'adresser justement aux dirigeants de notre temps en leur disant effectivement il y a des zones de non-droit, mais vous avez organisé, faute d'avoir assumé justement vos devoirs, ces zones de non-droit. Je veux dire, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut reprocher aux gens de survivre comme ils le peuvent, ce qui ne justifie en rien l'agressivité, les agressions, la délinquance, etc. Mais je veux dire, soit on se mêle de ce qui s'y passe, soit on ne s'en mêle pas, mais on ne se mêle pas de ce qui se passe dans les banlieues pour les diaboliser. Voilà. Noam, Philippe, pourquoi la gauche est absente sur ce terrain-là? Mais parce que la gauche, c'est sa réserve électorale depuis la nuit des temps. La gauche, pourquoi on laisse ce sujet à la droite et à l'extrême droite? Parce que c'est dogmatique.
Regarde, tu vois, tout à l'heure, on a parlé de JP à Sevran et les caméras de surveillance, si elles n'avaient pas été là, on n'aurait eu qu'une seule version, d'accord? Moi, lors d'une réunion dans le pôle écologiste à la région d'Île-de-France, lorsque Valérie Pécresse prévoyait son bouquet sécurité, moi, on m'avait mis commissaire à la commission de sécurité. Moi, j'aurais dit, écoutez, je me fais chier parce qu'en vérité, je suis globalement d'accord avec ce que proposent les gens de droite et vous me demandez de voter contre. Donc, ce serait bien qu'on switch et que j'aille dans une autre commission. On me dit, non, tu restes là, point barre. OK. Et quand on me dit, mais t'es d'accord pour la vidéosurveillance? Je dis, mais je suis entièrement d'accord pour la vidéosurveillance. Ça ne va pas empêcher les crimes et les délits, mais ça va permettre et aider à la résolution des crimes et des délits. Et donc, s'il n'y avait pas eu cette vidéo, et y compris la semaine d'avant à Villeneuve-Saint-Georges, où un déséquilibré a foncé sur un policier avec un couteau, il a pris 3 dragées et malheureusement il a perdu sa jambe, où il y a des gens qui sont indignés contre les policiers, mais je suis désolé, si tu fonces avec un couteau sur un policier, moi si je suis armé et que tu fonces avec un couteau sur moi, je ne vais pas me poser de questions, je vais te le mettre le dragé. Donc la vidéosurveillance va permettre de disculper les uns et les autres et de mettre tout le monde d'accord. Ouais. Et il y a, donc tu disais la gauche pendant très longtemps, elle a fait fi de la vérité et se servir d'une grosse réserve électorale. Elle a fait LFI. Non, elle a fait pas mal, elle a fait fi. Et on ne préoccuperont pas, de celles et ceux qui habitent et qui subissent la quadruple injustice. Ouais. Donc il y a des endroits où quand tu veux rentrer, si t'es pas du quartier, tu dois présenter ta pièce d'identité et on te dit en sortant on va te la rendre. Ça existe, moi je l'ai vu. Mais voilà. On est d'accord. À Marseille par exemple ça existe. Voilà, on l'a vu à Marseille, tu te rappelles, c'était un truc de fou. Ouais. Ça a failli hyper mal finir, les mecs sont tous calibrés, etc. Rappelle-toi ce qu'il nous a dit le type. Il dit à Marseille, nous on s'embrouille pas entre nous parce que tout le monde a une arme et à n'importe quel moment ça peut défourailler dans tous les sens. Mais c'est une blague ou quoi? On est dans un pays de droit, le droit s'applique, la loi s'applique, tu dois obtempérer et répondre aux injonctions des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre doivent se comporter dignement et humainement parce qu'on n'est pas du bétail. Et pour ça, c'est bien qu'il y ait des caméras embarquées qui fonctionnent tout le temps. Et lorsqu'il y a un litige, on écrase le truc et on bloque les 20 minutes avant, les 20 minutes après. Comme ça existe dans les bus, il devrait y avoir des caméras embarquées dans chaque véhicule de police à l'avant et à l'arrière pour pouvoir filmer toutes les zones de couverture lorsqu'il y a des interventions. Et par conséquent, là où il y a des types qui croient parce que ça se conjugue pas comme je suis dyslexique. Ouais, le verbe croiver. Je sais, souvent la fachosphère me fait la réflexion sur Twitter, mais je suis dyslexique et donc je dirais encore dans le futur ils croient, mais j'essaie de... Vous avez vu, je me suis rattrapé. Donc par conséquent, moi je suis désolé, c'est une tolérance zéro. Il n'y a pas de discussion avec les voyous, avec les racailles, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Il faut qu'ils comprennent que c'est inhumain et anormal qu'on caillasse des pompiers, qu'on caillasse des ambulances, des SAMU, des SMUR qui viennent sauver leur vie. Et vous voyez, là, tous les candidats à la présidence, tous sans exception, tous ils sont en train de nous dire, ouais, on va augmenter les forces de l'ordre, etc. Pas de souci, moi je suis complètement favorable. Mais personne n'a dit qu'on va augmenter les pompiers. Personne n'a dit qu'on va améliorer les conditions de travail des pompiers, des gens du SMUR et des gens des urgences. C'est juste dégueulasse parce que ça aussi, c'est des anges gardiens qui sont complètement oubliés. Et donc il y a des zones de non-droit en France et ces zones-là, il faut les éradiquer. Elles sont localisées, elles sont ciblées, il faut mettre les moyens. Et il faut arrêter de se faire cette politique qui fonctionne souvent à gauche, de clientélisme et d'électoralisme. L'ancien policier, pour conclure sur ce sujet, sur ce qu'il vient d'entendre de Philippe Bouriaki, là, pourquoi la gauche est absente de ces sujets-là? Des sujets importants, Noam? C'est sujet important. Alors, je pense pas que la gauche. Alors, moi, j'accepte pas l'idée et le dogme de dire que la gauche est complètement absente des excuse-moi, questions de t'as sécurité. entendu quelque chose là-dessus? Qui sur la gauche. Moi, j'ai lu le programme de l'Avenir en commun et il y a des mesures intéressantes. Sur justement la réforme de la cave au grenier, comme il le dit, de l'institution policière. Là, on parle de l'institution policière. Là, c'est pas ça dont on parle. On parle des zones de non-droit. Ce qui fait appliquer le droit, c'est la justice. On n'en parle pas. Mais après dire effectivement qu'il y en a marre, que les agressions c'est pas bien, etc. Ça, je veux dire. Ça, c'est du populisme, c'est pas de la politique, à mon sens. Maintenant, le dernier exemple en date, c'est quoi? C'est cette vidéo du pauvre Jérémy Cohen qui a été écrasé par un tramway à Bobigny, qui a été exhumé par Éric Zemmour lui-même et qui l'a diffusé sans l'aval de ses parents. C'est ce qui a été dit par le premier avocat, Maître Serfati, qui a été vraisemblablement remplacé par M. Golnadel dans la nuit d'hier à aujourd'hui.
Donc, je veux dire, c'est de la récupération politique. Donc, des drames, il y en a tous les jours. Attends. Le père de Jérémy a demandé à Éric Zemmour de l'aider. Voilà. Il n'a pas demandé de diffuser la vidéo, ce qui n'est pas la même chose. Oui, d'accord, mais en diffusant la vidéo, crois-moi, ça a fait bouger la terre entière. Je ne te le souhaite pas. Je souhaite à personne de vivre ça, c'est-à-dire qu'une vidéo soit récupérée et diffusée, jetée en pâture à l'opinion publique parce qu'il y a quand même la pudeur dans la mort, ce qu'on appelle la pudeur. On ne filme pas les enterrements, on ne filme pas les. Ce que je veux dire par là, les scènes de crime. C'est que le père de Jérémy a contacté tous les candidats, tous sans exception. Le seul qui a répondu, c'est Éric Zemmour. Donc il faut dire la réalité. Et d'accord, on peut se dire par rapport à la récupération, machin, et on a vu comment il l'a fait au 20h de TF1. J'ai pas envie de pas spécialement de relayer cette affaire parce que pour moi, voilà, c'est le caractère antisémite n'est pas avéré. Non, mais on parle pas de. Mais qui a par exemple antisémitisme là actuellement là? Si, non, mais là.